Bien, bonsoir à tous. Alors, bienvenue dans cette école maternelle Zola. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'une réunion de conseil de quartier se tient ici. Pour des raisons qui sont liées à l'ordre du jour, évidemment, nous sommes tout près des deux sites dont il va être question ce soir. Alors, je voudrais d'abord commencer par excuser Madame Quadros, qui est la présidente du conseil de quartier et que des raisons de santé ne permettront pas de venir ce soir. Mais merci à tous les conseillers de quartier qui sont présents. Merci aux habitants, aux associations qui participent également à cette réunion ce soir. Donc, lors de leur réunion préparatoire, il y a environ un mois, les conseillers de quartier ont choisi deux sujets pour la réunion de ce soir. La transformation, aménagement paysager de la dalle Keller d'une part et la réhabilitation de la tour Cristal. Donc ces deux sujets présentent en fait quelques similitudes. D'abord, c'est une unité de lieu, bien sûr, puisque les deux opérations concernent la rue de l'Ingénieur Keller, dont nous parlons beaucoup dans ce conseil de quartier, et donc exclusivement ce soir aussi. Une unité de temps, puisque les deux opérations vont avoir lieu à peu près en même temps, avec une livraison au printemps 2025 dans les deux cas. Et puis, je dirais, le troisième point commun, c'est la concertation qui prévaut sur ces deux réalisations depuis maintenant des mois. Ce sont des projets privés, hein, je le rappelle, je le précise. La dalle Keller appartient au groupe La Poste et la tour Cristal à Tishman Speyer, qui est représenté ce soir. Néanmoins, dans les deux cas, effectivement, avec les opérateurs, la mairie du 15e a souhaité qu'une concertation vraiment très approfondie ait lieu. Et donc, c'était le cas avant cette réunion avec des associations de riverains, avec des syndics de copropriété, notamment rue de Javel, avec des associations de Beaugrenelle. Donc, merci à La Poste, merci à Tishman Speyer pour ce qui a été fait dans les deux cas. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais aussi profiter de votre présence pour vous donner une information qui n'a rien à voir, une information générale sur le conseil de quartier. Vous dire que notre fête de quartier annuelle aura lieu en principe le 10 juin dans la rue des 4 Frères Peignot. C'est une initiative du conseil de quartier à l'occasion du centenaire de la construction de cette rue qui a commencé en 1923. Donc nous aurons l'occasion de le confirmer. On attend encore l'autorisation de la préfecture de police puisqu'il s'agit de l'espace public. Et habituellement, les fêtes de quartier ont plutôt lieu dans des squares. Voilà pour cette information. Mais sans plus attendre, donc maintenant, je vous propose de prendre le premier point de l'ordre du jour, c'est-à-dire donc le réaménagement et la végétalisation de la dalle Keller. Nous avons plusieurs intervenants qui sont donc Madame Bénédicte Agnorté, directrice de projet chez La Poste Immobilier, Monsieur Pascal Cohénon, donc chef de projet chez La Poste Immobilier également. Nous avons Emmanuel Le Bruard, donc désolé pour la faute d'orthographe, qui est paysagiste à l'agence Après la pluie, qui va être chargée de la transformation, enfin l'aménagement paysager de la dalle, et Anne-Sophie Verriest, également donc paysagiste chez Après la pluie. Donc vous avez la parole. Et oui, excusez-moi, donc Valérie Cately, qui est présente à ma droite, donc qui est déléguée territoriale du groupe La Poste pour Paris. Bonjour à tous. Donc je commence par cette introduction. Donc je vous rappelle que La Poste est propriétaire d'un ensemble immobilier qui se situe juste derrière, donc qui comprend 2 niveaux de parking sous la dalle, dont les travaux sont terminés, dans lesquels vont s'insérer de la logistique urbaine. La dalle Keller, donc qui est aussi propriété de La Poste et qui a usage public, et le pavillon, le petit bâtiment sur dalle de 2000 m² qui est situé sur la dalle et qui va faire l'objet également d'une restructuration lourde à destination d'écoles d'enseignement supérieur. Je rappelle que La Poste Immobilier est la foncière du groupe La Poste et nous avons en charge la valorisation, l'entretien, la gestion du patrimoine immobilier postal. Et donc c'est bien là qu'on met en œuvre sur cet ensemble Keller un nouvel espace valorisé sur tout cet ensemble. Et ce sont 3 projets en un seul que l'on mène actuellement.
On avait fait une réunion en conseil de quartier dans cette configuration il y a un petit peu plus d'un an, donc fin novembre 2021. Et on démarrait à peine du coup, les travaux de l'ensemble des 2 niveaux sous dalle qui sont aujourd'hui terminés. Et on avait donc prévu de venir vous présenter l'état d'avancement du projet paysager sur la dalle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait courant 2022 ? Donc, on a continué les travaux des niveaux sous dalle, et puis donc on a travaillé en phase étude avec Après la pluie pour l'aménagement paysager, et aussi avec les architectes, l'agence Nunc pour la restructuration du bâtiment sur dalle. On a donc aussi mené une opération, de la concertation avec les riverains proches, donc comme le soulignait Monsieur Semel. On a fait 3 réunions de concertation avec Après la pluie pour justement recueillir les attentes, les besoins, les envies des riverains, et puis on a conçu ensemble ce petit bout de quartier. On avait 3 objectifs fondamentaux. Le premier, c'est la végétalisation de la dalle. Donc, une dalle qui est aujourd'hui très minérale, sans âme. Donc l'idée, c'est bien d'apporter un nouveau cadre de vie et de végétaliser généreusement tout cet espace, et d'apporter une toute autre vision et, de cet espace utilisé par le public. Et également, l'idée, c'est de trouver le bon compromis entre les usages, apporter de l'animation sur cette dalle, la rendre animée, vivante. Alors, il y aura le petit bâtiment sur dalle avec le projet d'école, donc qui va amener de la vie. Mais l'idée ici aussi, c'est que tous les riverains puissent se l'approprier. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait ces réunions de concertation, pour qu'il y ait cette première phase d'appropriation de l'espace, et qui soit vraiment vécu par tous. Alors je parle de compromis parce que oui, c'est apporter de la vie, mais c'est aussi trouver l'équilibre avec une certaine tranquillité, parce que ça a été aussi souligné dans les réunions de concertation. Il ne faut pas que cet espace soit bruyant, il faut qu'il soit aussi à l'abri, il faut qu'il y ait des contraintes aussi de phénomènes liés au vent, donc il s'agit de les traiter. Donc trouver vraiment cet équilibre et ce compromis entre à la fois de l'animation et à la fois un espace apaisé, tranquille, où on peut venir bouquiner et puis profiter de cet espace finalement aussi assez loin des voitures et du brouhaha urbain. Et le 3e point, c'est la sécurité. Alors là, notre marge de manœuvre reste relativement limitée, mais en tout cas, c'est un sujet qui a retenu toute notre attention et avec lequel on a travaillé aussi avec Après la pluie. Je tiens aussi à souligner que la Poste restera ici pendant encore plusieurs années, et donc ça c'est aussi un point important, parce que c'est comme ça qu'on conçoit les espaces, c'est avec les années d'exploitation derrière, et on ne fait pas juste un projet et on s'en va. Donc c'est important aussi de concevoir cette restructuration, cette rénovation, en se disant qu'on aura à exploiter derrière, et qu'il faut que ça dure dans le temps et que ces espaces soient pérennes. Voilà, donc vous nous voyez aujourd'hui, mais vous nous verrez encore demain. Donc, tant qu'à faire, essayons de rester partenaires de ce beau projet, et puis pour qu'il puisse vivre dans le temps. Je passe la parole à Pascal, qui va vous faire un petit point d'avancement très rapide. Bonsoir à tous. Donc, un petit point d'avancement sur les projets en cours, hein, comme l'a dit Bénédicte tout à l'heure. Donc, la logistique urbaine est rentrée en exploitation partiellement depuis le 10 janvier dernier. Donc c'est Colissimo qui exploite le site. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de preneur pour le 2e niveau. La réception des travaux donc, a été réalisée au mois de mars, enfin tout récemment. Donc nous sommes en train de lever les réserves. Concernant le pavillon, architecte a été retenu suite à un jury. Comment ? Juste préciser pour les participants que le pavillon, c'est l'ancienne crèche. Oui, pardon. Le pavillon, qui est descendu rue de l'ingénieur Keller maintenant. Voilà, tout à fait. Donc,
aujourd'hui, donc, le PC a été obtenu, il est affiché depuis le 15 février dernier. Donc normalement, la purge du recours viendra au courant avril. Les travaux vont débuter fin avril pour se terminer en septembre 2024. Et ensuite, donc, la végétalisation de la dalle dont on va parler après la pluie, une autorisation administrative sera déposée au 2e trimestre pour un début de travaux sans doute vers le 2e trimestre 2024. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Donc avant d'entrer un petit peu dans le vif du sujet, voilà, j'appuie ce qu'a dit Bénédicte Agnorté sur la volonté de recréer un espace de vie sur cette dalle qui aujourd'hui est extrêmement minérale et d'entrer dans le cadre aussi à la fois réglementaire du PLU de la ville de Paris, mais aussi dans un objectif en fait à la fois de développement durable et aussi de réflexion par rapport à toutes les problématiques de réchauffement climatique. Donc, d'où la proposition à la fois de végétaliser cette dalle afin de rapporter de la fraîcheur et de déminéraliser cet espace qui aujourd'hui est finalement un petit peu difficile, de rapporter des usages et de gérer à la fois les eaux pluviales et d'apporter aussi de la biodiversité sur ces 4000 m². Donc, en effet, on a développé une partie du projet au travers d'ateliers de concertation. Les différents riverains qui ont été associés ont été l'association de la Tour Keller, la copropriété Javel, le collège Guillaume Apollinaire et l'association de défense du quartier Beaugrenelle. Donc, on a fait 3 ateliers thématiques qui sont déroulés à chaque fois à 1 mois et demi d'intervalle à peu près. Avec un premier atelier qui concernait principalement les définitions des différentes opportunités, enjeux et des contraintes qu'on pouvait avoir sur la dalle, et de voir justement comment on pouvait tout assembler pour commencer à tracer un jardin sur cette dalle. Ensuite, on a eu un deuxième atelier qui a servi à définir les ambiances végétales et à approfondir en fait les différents usages qu'il y aurait sur cette dalle. Et enfin, un troisième atelier qui était plus axé sur le mobilier. Les différents bilans de la concertation ont apporté ces différents enjeux, à savoir que ça devait à la fois être un espace traversable, mais aussi un endroit calme qui reprenait un petit peu des ambiances de cœur d'îlot. Il y avait vraiment cette volonté de créer un jardin apaisé et apaisant pour les usagers, et puis à la fois pour les habitants de la Tour Keller et de la Tour Javel, qui ont une visibilité directe en fait sur ce jardin, avec une mise à distance des rez-de-chaussée. Donc ça, c'était un point très important pour préserver l'intimité en fait des habitants. Une intégration paysagère des édicules de la partie logistique urbaine, puisqu'on a des petits bâtiments, enfin j'appelle ça bâtiments, mais ce n'est pas vraiment des bâtiments, mais qui servent des enfumages, voilà, de tout ce qui se passe en dessous, et donc la façon dont on pouvait les intégrer dans notre projet, de sécuriser certains secteurs de la dalle. Voilà, on reviendra après sur des fermetures de certaines allées, le fait qu'on essaye de limiter les impasses, des choses comme ça. La signalétique aussi, avec un projet lumière, un revêtement de sol, une grosse réflexion sur les revêtements de sol aussi, pour voir comment on pouvait essayer à la fois de gérer le nivellement de cette dalle, les différences de niveau qu'il pouvait y avoir entre les espaces minéraux et les espaces plantés, puisqu'on avait des problématiques de hauteur de substrat et de nivellement pour l'accès des bâtiments. Et enfin, donc on l'a dit, sur le choix du mobilier et les typologies d'assises. Donc le projet, le voici. Donc le principe, c'était de créer un espace de circulation qui puisse à la fois relier... Ah, on ne voit pas le curseur, ça ne marche pas. Relier le centre commercial Beaugrenelle à l'entrée de la Tour Keller, au pavillon, et à l'îlot Bérénice qui se situe plus au sud-ouest.
Le principe, c'était d'avoir une circulation finalement qui traverse un petit peu en diagonale ce cœur d'îlot et d'alimenter l'entrée du pavillon par un espace minéral un peu plus large et plus généreux. Vous voyez qu'on a quand même essayé de maximiser la végétalisation sur cet espace en créant des différentes typologies de largeur d'allées qui permettent aussi d'avoir des usages un peu plus différents en fonction finalement de la hiérarchisation des différents accès au bâtiment. On parlait de préserver les rez-de-chaussée aussi, donc sur les abords de la tour Keller, voilà, on a une poche végétalisée qui est large, qui permet finalement de créer une sorte de lisière entre les circulations et les rez-de-chaussée de la tour. Et du côté de la résidence Javel aussi, avec la présence du coup de cet espace végétalisé qui lui sera totalement aussi inaccessible au même titre que ceux qui sont au pied de la tour Keller et qui sont au milieu. Et enfin, se dégage un espace potager aussi au sud, aux abords du bâtiment Covivio, qui sera accessible pour une association. Donc ça, c'est le plan. Voilà. On va passer sur l'axonométrie, peut-être que c'est un peu plus lisible. Donc c'est un espace végétalisé. On voit les édicules qui sont intégrés systématiquement à l'intérieur des poches plantées. Et en fait, on a des arbres qui sont présents sur cette axonométrie, qui sont en réalité, qui ne seront pas des arbres, ce seront des arbustes, mais des arbustes de grand développement, qui pourront monter entre 5 et 6 mètres de hauteur à maturité. Voilà. On a travaillé sur des essences végétales qui sont à la fois résistantes à la chaleur. Donc on s'est plutôt appuyé sur une palette végétale méditerranéenne, parce qu'on a des faibles épaisseurs de substrat et que du coup on voulait garantir en fait un espace végétalisé généreux. Et ces arbres sont positionnés à des endroits stratégiques qui en fait sont les endroits où on a finalement la possibilité d'avoir plus de charge sur la dalle. Voilà, donc on est sur une palette végétale où on travaille à la fois les ambiances fleuries sur l'étalement des saisons aussi pour apporter finalement une vision un peu renouvelée au fil de l'année de ce jardin qui évolue dans le temps et avec certains événements comme au printemps où on aura des arbustes et des vivaces à fleurs et à l'automne où voilà, on aura le changement du feuillage qui viendra animer la dalle. Donc voilà des exemples de palettes végétales qui sont en cours de développement. Donc on disait vraiment une palette végétale méditerranéenne pour aussi limiter les besoins en arrosage sur cet espace qui est aujourd'hui sur dalle. Donc on voit le positionnement de chacun de ces grands arbustes, donc avec l'arbre de Judée, voilà le lilas d'Inde et une myrte, qui sont 3 essences représentatives justement de la palette méditerranéenne. Les ambiances végétales au cœur de ce jardin sont décomposées entre vraiment la partie cœur qui, elle, est principalement faite de massifs de vivaces. Donc on aura plutôt une ambiance assez champêtre, très fleurie. Alors qu'en lisière de la tour, on va se retrouver avec une ambiance un peu plus naturelle de sous-bois, avec des arbustes aussi qui vont monter à des hauteurs différentes, justement pour préserver les rez-de-chaussée, comme on l'a dit au départ. Ensuite, on aura des ambiances un peu plus naturelles sur certains espaces, dont notamment une grande prairie fleurie qui sera du côté de l'unité d'habitation Javel, qui, elle, sera fermée et sécurisée pour des problématiques aussi de charge sur la toiture. Et tout un jeu aussi avec des plantes grimpantes, justement pour accompagner les édicules et essayer de les masquer aussi au maximum dans cette masse végétale. Donc voilà, quelques perspectives un petit peu d'ambiance. On a une vue sur l'entrée depuis le centre commercial. Donc on a la piscine Keller sur la gauche, la tour Keller sur la droite, et en face de nous, du coup, le pavillon
qui est réhabilité par NUNC. Donc on est sur une des allées principales et donc vous pouvez voir les arbustes de grand développement et la palette végétale un peu à la fois lumineuse et luxuriante. Et enfin une autre image de 3D, perspective sur le cœur végétal avec justement ces arbres, ces grands arbustes que l'on voit, et puis le parvis qui est au niveau de l'entrée du pavillon. Donc au niveau du mobilier, on a eu toute une réflexion sur le positionnement un peu stratégique des différentes assises. Ça a été un réel sujet en fait, puisqu'à la fois il y a cette envie d'essayer de rendre cet espace accessible et dynamique, et il y a aussi ce besoin en fait de respecter le calme et la tranquillité des habitants qui habitent là. Donc c'est vrai que ça a été le sujet sur 2 grands ateliers. Et du coup, on a déterminé 2 types de mobilier. Un mobilier qui est inscrit dans le développé même du revêtement de sol. Donc en fait, on a le sol qui par moment va se soulever. Ce soulèvement va nous permettre d'avoir une hauteur de substrat suffisante aussi pour pouvoir planter les arbres qui sont à proximité des allées. Et on va pouvoir y intégrer des assises en platelage bois, plus ou moins grandes en fonction des différents endroits où elles s'insèrent. Mais ces assises-là sont principalement concentrées autour de l'entrée du pavillon. Et dans le cœur du jardin, on va avoir des assises qui seront fixées dans le revêtement de sol, donc avec des chaises soit individuelles et des bancs de dimensions qui seront pas des très très grandes assises, justement pour éviter qu'il y ait trop de regroupements et d'attroupements. Enfin, la nuit, ça a aussi été un sujet. Donc, il y a un paysage nocturne qui s'affirme sur la dalle Keller. On aura plusieurs types de luminaires. Le premier, qui sera intégré au pavillon, avec des lumières en applique sur la façade, qui vont permettre d'illuminer en fait l'ensemble du parvis. Tout un système aussi de LED qui vont baliser en fait ce cheminement prioritaire qui passe du coup en diagonale sur la dalle. Et enfin, des mâts, donc de 4,50 m de hauteur, qui ont plutôt un style assez finalement à la fois urbain et de jardin, qui vont éclairer les allées secondaires. Cet éclairage fonctionnera en permanence. Voilà, c'est aussi un choix qui a été fait par le commissaire du 15e arrondissement pour des questions de sécurité dans un premier temps. Après, aujourd'hui, avec le matériel en fait, que l'on a, il y a possibilité dans le temps de faire évoluer à la fois l'intensité lumineuse et la programmation de ce système d'éclairage. Donc aujourd'hui, on est dans un système à LED qui est très économique en énergie, avec une température aussi qui respecte la faune et le cycle de la flore, et avec des systèmes de cache aussi pour que la lumière soit vraiment bien dirigée sur les allées et qu'on n'ait pas des éclairages résiduels qui éclairent l'arrière des massifs et les endroits qui n'ont pas besoin d'être éclairés. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Je l'ai dit en introduction, mais je répète, c'est vrai qu'il est assez rare qu'on ait un projet qui soit préparé avec autant de rencontres et de réunions avec les associations, des riverains. Donc merci, elle se prolonge aujourd'hui dans cette réunion. Alors vous disiez tout à l'heure, effectivement, je n'avais pas précisé moi-même, mais ce projet a aussi été soumis effectivement au commissariat du 15e arrondissement et à la police municipale, de manière à ce qu'ils puissent faire des recommandations qui ont été prises en compte sur
sur ce qui vous est présenté ce soir. On va prendre maintenant des questions. J'en aurai juste une, et après je vous propose de peut-être prendre des séries de 2 ou 3 questions, puis on demandera aux intervenants de répondre. Juste une question pour ma part. Donc vous l'avez compris, ce n'est pas un espace public. Enfin, cette dalle est la propriété de la Poste. Donc ce ne sont pas les services des espaces verts de la ville de Paris qui interviendront. Du coup, ma question, même si j'ai la réponse, je pense que ça intéressera la salle, est de savoir comment l'entretien de ces jardins suspendus sera prévu et par qui. Mais on va maintenant peut-être faire circuler un micro pour prendre peut-être 2 autres questions, et puis on aura les réponses. Madame. Bonsoir, merci pour cette présentation. J'habite la tour Espace 2000, donc je suis en plein vue sur le pavillon. Déjà, je suis rassurée par ce que vous présentez, parce que je ne savais pas qu'il y allait avoir une réhabilitation de cette dalle. Moi, ma question, c'est plutôt par rapport aux nuisances sonores des travaux, parce qu'elles ont été très fortes pour refaire la dalle, même si maintenant, bon, c'est déjà vachement plus beau. Mais voilà, il y a forcément des chambres et des espaces de vie qui donnent sur ce pavillon-là. Et voilà, c'est un gros sujet, parce qu'en plus, on fait du télétravail maintenant, et les immeubles ne sont pas aussi bien isolés que les nouvelles constructions. Donc ça, c'est un gros sujet pour plusieurs dans notre tour, c'est les nuisances sonores. Savoir si vous allez également nous prévenir quand il y aura du retard, parce qu'il y a eu du retard sur la livraison de la dalle. Et donc voilà, j'ai déjà contacté plusieurs fois la Poste Immo qui m'a bien répondu sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est une interrogation par rapport aux nuisances sonores et à la durée des travaux, s'il y aura du retard. Merci madame. Peut-être une autre question ? Monsieur. Oui, j'avais 2 questions en fait. La première, c'est ce pavillon-là, il me paraît sur vos dessins beaucoup plus haut et beaucoup plus étendu que la crèche ancienne. Je voudrais en savoir un peu plus là-dessus, sur les dimensions. Et puis la deuxième question, est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous nous avez parlé tout à l'heure de communication, de concertation, vous n'avez pas l'impression d'avoir un peu oublié les 2 tours du front de Seine qui donnent directement dessus ? Alors, sur cet aspect, je peux vous répondre, monsieur. Alors, effectivement, les associations de locataires de la tour Keller ont évidemment été associées, et ensuite un certain nombre d'associations représentant normalement les tours de Beaugrenelle. Mais je pourrais laisser peut-être la Poste préciser cela. Donc, d'abord sur la crèche, enfin sur l'ancienne crèche et sa hauteur, peut-être monsieur Cohénon, il n'y a pas de changement ? Oui, donc aujourd'hui, le 2e étage est très très petit. Il fait à peu près 80 m² à 100 m². Il sera démoli pour étendre la surface du R+2 telle qu'on peut l'avoir au rez-de-chaussée. Donc voilà. Donc on a une surface complémentaire de 500 m² à peu près. En soi, le bâtiment ne sera pas plus haut, mais le 2e étage sera plus grand. Voilà. Et sur les... Je précise aussi que du coup, la toiture est refaite. Et elle sera aussi végétalisée, ce qui n'est pas le même aspect que ce qu'il y a actuellement. Et donc, c'est dans le cadre de la restructuration complète que, effectivement, on retravaille les 5 façades du bâtiment. Peut-être aussi, puisque vous avez le micro, sur les nuisances liées aux travaux. Alors, est-ce que les principales nuisances n'étaient pas celles qui étaient liées à la construction, enfin, de l'espace logistique urbain ? Oui. Avec la reprise de la dalle ? Effectivement, l'espace de logistique a nécessité de gros travaux structurels. L'ouverture de gaines, déjà la dépose du complexe d'étanchéité. Donc ça a généré effectivement beaucoup de bruit et de poussière. Concernant le pavillon, on va conserver la quasi-majorité des structures béton existantes. Et après, on montera plutôt des charpentes bois, des blocs de paille en façade, etc. Il y aura très peu de béton utilisé. Sur l'entretien du jardin ? L'entretien du jardin, pour l'instant, le prestataire, bien sûr, n'est pas retenu. Il y aura plusieurs types de prestations sur la dalle. Il y a effectivement l'entretien des végétaux, il y aura le nettoyage de la dalle, il y aura le ramassage des poubelles, s'il y en a, etc. Il y aura plusieurs prestations à mettre en place. Donc ça, on commence à l'évoquer en interne, pour essayer d'être assez exhaustif sur les prestations à prévoir. Alors, qui a le micro ? Oui, madame, puis monsieur. Alors, madame. Pardon, merci. Oui, c'est aussi donc, sur la partie de l'entretien, effectivement, il va y avoir, de par la destination de ce pavillon,
beaucoup plus de passages sur cette dalle, puisque, si j'ai bien compris, ce seront des étudiants qui viendront. Donc potentiellement beaucoup plus de dégradation, des choses diverses jetées un peu partout. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est que dans la tour Keller, malheureusement, nous avons à subir des incivilités de la part de certains locataires. C'est juste dommage. Il n'empêche que la réalité est qu'au pied de ces tours, il y a de nombreux détritus qui se trouvent jetés par les fenêtres. C'est malheureux. Il n'empêche qu'il faudra les nettoyer avec une végétation telle qu'elle est proposée. Comment on répond à cette problématique-là ? La deuxième problématique aussi, c'est que les locataires du rez-de-chaussée ont déjà beaucoup des problèmes de rats, de souris. Donc avec une végétation qui vient en plus, idéale pour nidifier des rats, comment on traite ce problème-là ? Ça, c'était la première question liée à l'entretien. Une deuxième question, c'est que vous parlez des édicules, notamment la rénovation de l'espace logistique urbain fait qu'il y a une augmentation du trafic, fourgonnettes, fourgons, etc., qui émettent de nombreuses émissions de fumées toxiques. Comment sont évacuées toutes ces fumées toxiques ? Moi, j'ai vu sur le permis de construire qu'il y avait au milieu du pavillon la création d'une colonne de désenfumage. Est-ce que cette colonne est uniquement liée en cas d'incendie ? Est-ce que c'est aussi pour la ventilation et l'évacuation des gaz qui sont toxiques ? Voilà, sachant que tout ça, ça arrive directement sur le toit de cette nouvelle école. Comment ça se répartit dans l'environnement ? Apparemment, c'est un jardin d'agrément. Est-ce qu'on va vraiment lire se poser au milieu de la nature avec des émanations de fumée toxique juste au bout du banc ? Bon, éclairez-nous sur cette question-là, s'il vous plaît. Donc, vous avez beaucoup de questions en une question, madame. Est-ce que madame Magnorté ou monsieur Cohenon, vous pouvez répondre sur... on va commencer par la question peut-être de... Comme vous voulez. Oui, effectivement, c'est beaucoup de questions. Donc, oui, il y aura plus d'usage, du coup, sur la dalle. Elle est ouverte au public. Donc, on ne vous cache pas qu'on a pensé à la rendre privative, mais voilà, c'est pas prévu. Elle doit être accessible au public. Et d'ailleurs, elle était aussi partiellement... Elle n'était pas... 100%. Enfin, on a fait tout un travail avec Paris Seine et la ville de Paris pour du coup acquérir les petites parcelles de la dalle qui ne nous appartenaient pas, et il nous a semblé quand même plus opportun et plus efficace d'avoir la totalité de la gestion de la dalle. Ceci étant, je reviens sur la partie entretien, c'est que effectivement beaucoup de déchets sont issus de la tour, donc ça veut dire aussi une politique, une démarche, beaucoup de pédagogie que vous avez à mener au sein des occupants de la tour. Et voilà, nous aussi, on a aussi une limite à notre influence et à notre marge de manœuvre. Peut-être préciser, je ne sais plus si ça a été dit dans la présentation, que la végétation ne vient pas au ras de la tour. Il y a bien évidemment un espace qui est ménagé. Voilà, il y a une mise en recul. C'est comme on le soulignait effectivement lors de la présentation du projet paysager, pour du coup entretenir au mieux et puis faire en sorte que on garde un espace qualitatif dans le temps. C'est bien l'idée. Ensuite, peut-être sur la partie émissions, désenfumage et utilisation des véhicules de l'espace logistique. Alors, certains d'entre vous, je pense, ont pu le voir, mais je pense qu'on pourra, pour ceux qui sont intéressés, organiser une autre visite dans les prochains mois, si la Poste est d'accord. Moi-même, je l'ai vu, et ce que j'ai retenu, c'est que d'ici quelques semaines, les véhicules qui seront utilisés sont... pour la plupart ou totalement des véhicules zéro émission, ou en tout cas bio-GNV ou électriques. Oui, absolument. Alors, c'est l'objectif. Donc, juste pour vous donner quelques informations sur l'activité du centre et les quelques véhicules et effectivement les émanations que vous évoquiez. Donc, ce centre logistique est le 5e de Paris. Avec ce 5e espace de logistique urbaine parisien, on couvre maintenant la totalité de Paris en livraison mode doux.
pour 100 000 colis par jour qui débarquent, si je puis dire, dans la capitale. Ces colis sont distribués par notre opérateur historique Colissimo, que vous connaissez. Donc pour l'espace Keller, qui est donc le dernier à avoir été ouvert donc en janvier après celui du Louvre, qui distribue le cœur de Paris, celui-ci va traiter environ 10 000 colis par jour. Et c'est le trafic du 15e et du 16e arrondissement. Et donc, ce nouvel espace nous permet de terminer cette livraison parisienne en mode doux et en neutralité carbone, puisque la totalité des livraisons s'effectue en véhicule électrique et en vélo cargo. Alors, non, mais alors, attendez. Non, mais là, vous parlez des acheminements, et moi, je vous parle de livraison. Donc, je répète, 100% des colis du trafic Colissimo seront livrés à la totalité des Parisiens en mode doux, donc dès aujourd'hui. Je pense qu'il faut... Alors, non, mais c'était... Pardon, excusez-moi, du coup, je termine, puisque je n'avais pas terminé. Mais en effet, vous avez raison. 100% des liaisons aujourd'hui qui arrivent sur le centre ne sont pas en véhicule, enfin, ne sont pas électriques, et pour cause... et ça n'est pas de notre fait, puisque bien entendu la Poste, comme les grands opérateurs, travaillent ardemment à cette question de comment on fait migrer maintenant les flottes de poids lourds sans émissions thermiques. Donc on a des prestataires aussi, et donc on a une vingtaine de liaisons qui arrivent sur le site entre 5h et 6h30 du matin. La plupart d'entre eux sont... Je ne sais pas si... Donc je termine. La plupart d'entre eux sont GNV, malheureusement pas tous. Et donc on espère que d'ici la fin de l'année, puisque c'est vraiment le travail qu'on fait avec chacun de nos prestataires, que cette flotte puisse donc évoluer vers du GNV ou de l'électrique. Mais la technique et la technologie, malheureusement, ne va pas forcément aussi rapidement que nous le souhaiterions. Donc, à contrario, ça signifie qu'à partir de 7h du matin, tous les véhicules qui sortent de l'espace logistique sont soit des vélos cargo, soit des fourgonnettes Exactement. électriques. Une fois que les petits poids lourds sont repartis et ont livré dans le centre les 10 000 colis, toutes les liaisons qui sortent du centre à partir de 8h sont des liaisons donc électriques ou vélos cargo, petites camionnettes. Allez-y, mais moi je suis vraiment preneuse de vos témoignages parce que je ne fais pas partie de Colissimo, je représente le groupe La Poste, mais ne vous inquiétez pas, je me ferai le relais très précis de ce que vous me direz. Alors, on va prendre une nouvelle série de questions. Excusez-moi, monsieur, je peux passer devant, ça vous dérange pas? Allez. Non, mais j'avais demandé après, monsieur. Alors, ne vous battez pas. Monsieur. Oui, sur le plan de la sécurité, le jardin, je crains que ça soit la cour des miracles et pas le jardin des miracles. En principe, les jardins publics de la ville de Paris sont fermés le soir pour toute la journée, pour toute la nuit, pardon. Donc, vous n'êtes pas là, effectivement, dans des jardins publics, mais ce sont des jardins privés. Et j'ai compris que vous avez hésité et réfléchi sur le sujet, mais ma crainte est grande. Pardon, je voulais juste terminer, parce que, pardon, c'est important sur le trafic, parce que je sais que ça a été au démarrage du centre un sujet qu'on essaye vraiment de réguler et qui s'arrange chaque jour de mieux en mieux. Donc, en tous les cas, on s'y attache. Donc, je témoignerai que certains d'entre vous ne partagent pas ce constat. En tous les cas, c'est le constat que nous faisons, puisqu'on l'observe. Et juste pour votre information, ces nuisances qu'il y a eu au début de l'exploitation du centre étaient aussi beaucoup liées au fait que les véhicules qui rentraient étaient embouteillés dans la rue et donc stationnaient et stagnaient en fait à l'entrée, avec un trafic d'ailleurs qui se mêlait à la fois de notre centre et des autres activités aux alentours. Madame Baudot, vous savez, vous connaissez le sujet puisqu'on vous a reçu et on en a largement parlé. Voilà, donc en fait, depuis maintenant un mois, puisque c'était juste après votre visite, Madame Baudot, on a tenu nos engagements et nous avons recruté un agent donc, qui est dédié justement à la régulation du trafic et qui maintenant passe toute la journée devant
l'entrée du site pour justement fluidifier le trafic, pour faire le gendarme entre guillemets un peu dans la rue, pour faire en sorte justement qu'il y ait moins de klaxons, qu'il y ait moins de nuisances sonores, et aussi que quelques agents qui pouvaient sortir parfois et discuter, ne serait-ce qu'à 6 heures du matin autour d'une cigarette, quand il y a un silence total la nuit, la moindre conversation se répercutait en hauteur. Donc ça aussi, on espère bien que voilà, maintenant ce soit... Mais je vous écoute, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais rebondir justement sur ce que vous dites. Vous avez annoncé qu'il y avait un seul des niveaux qui était loué aujourd'hui. Donc il y a une saturation au niveau de la circulation rue Keller. Et tous les matins, dans l'impasse Keller, il y a 5 ou 6, voire 7 camionnettes qui viennent à reculons et qui se garent à partir de 5h30, 6h. Ensuite, à partir de 7h30, 8h, c'est un véritable enfer rue Keller. Ça klaxonne, les camions arrivent pour le centre commercial, pour la Poste Immo, tout est bloqué en bout de rue, c'est un enfer. Le matin, quand c'est bloqué rue Keller, les camions de livraison qui doivent livrer la Poste Immo sont garés rue Linois sur la piste cyclable. Des fois, il y a 3 ou 4 camions qui sont garés en attente, parce que vous avez annoncé qu'il y avait un régulateur, effectivement, un régulateur pour la Poste Immo. Il fait son travail. Le seul problème, c'est que qui peut pas réguler tous les véhicules arrivent en même temps le matin. Donc c'est un enfer à partir de 7h, voire avant, où les camionnettes viennent se garer dans l'impasse Keller, et c'est anormal. D'accord, je comprends. Donc, excusez-moi, et dernier point. Donc, vous annoncez que le deuxième niveau n'est pas loué, mais il sera loué à un moment ou à un autre. Donc, il y aura un deuxième effet qui se coule, je dirais, c'est qu'on va avoir encore un afflux supplémentaire de véhicules pour rentrer. Comment on va gérer ce flux supplémentaire dans la rue Keller, la rue Linois et les rues adjacentes? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'enfer. Alors, Madame Baudot, oui. Sur cette question, lorsque le permis d'origine, pas le modifié, mais lorsque le permis d'origine a été déposé et autorisé, signé par la maire de Paris, il n'y avait pas d'étude d'impact. Et il n'y a toujours pas d'étude d'impact de cet espace logistique urbain sur la vie du quartier. Il n'y a pas eu d'étude d'impact. Et nous regrettons profondément qu'on ait pu délivrer un permis avec la circulation dont on est en train de vous parler, sans que l'étude d'impact ait été fournie dans un quartier déjà fortement densifié et avec une circulation déjà très importante avec le centre commercial. Je veux pas revenir sur cette question. Et la rue Keller, qui est l'arrière du centre commercial, mais qui reçoit tous les gros camions qui viennent livrer dans le centre commercial. C'est absolument incroyable que des services d'urbanisme aient pu autoriser un permis sans étude d'impact. Alors qu'il s'agit quand même, vous l'avez dit, le nombre de colis, mais avec 100 salariés. C'est ce qu'on a lu, nous, dans le permis de construire. Deuxièmement, concernant le deuxième permis... Alors, non, à propos toujours de la circulation, je réitère, M. Semel, cette demande, qu'enfin, les services de l'urbanisme, pourquoi pas la PUR, fassent une étude, enfin, sur la circulation et les problèmes d'impact dans le quartier. Ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans à l'automne que le centre commercial est ouvert, avec une étude qui avait été fournie 4 ou 5 ans avant. Cette étude, tout le monde a reconnu qu'elle était obsolète, mais nous ne voyons pas arriver de nouvelles études. Et résultat, comme on n'a pas d'études, eh ben, on laisse faire l'élu dans Keller. Je comprends, puisque la Poste est toujours propriétaire. C'était normal qu'un jour ou l'autre, elle veuille rentabiliser les locaux qu'elle avait. Et comme il y a une demande formidable de livraison de colis, ben, la Poste était tout à fait, investie pour faire ce travail-là. Alors, donc je réitère ici, et là aux élus, une demande d'étude d'impact sur le quartier. Deuxièmement, concernant la dalle. Moi, j'ai participé à 3 réunions. Tout allait bien. Hein. Bon. Puis un jour, de ma fenêtre, je vois une cheminée se monter sur ce que vous appelez le pavillon et qui est l'ancienne crèche. Franchement, j'ai cru que c'était un truc provisoire pour monter du matériel. Et puis ensuite, on s'est bien rendu compte que c'était quelque chose de définitif. Je me rappelle avoir dit à M. Cohénon,
Mais comment ça se fait que vous montiez quelque chose qui ne soit pas au permis d'origine? Vous m'avez répondu que vous étiez en train de déposer un permis. Or, le Mirador était fini. Hein. Donc, voilà encore, on est un peu... Attendez, je termine. On est un peu quand même dans le Far West. Hein. Les permis ne sont pas déposés et on voit remonter cet édicule. Ma question est claire. Qu'est-ce qui va sortir de cette cheminée? Parce qu'il y a eu plusieurs questions de poser. Il y a les édicules qui sont à je sais pas, 1,50 m à peu près de la dalle, il y en a 4 ou 5. Vous allez les couvrir de verdure, mais ça n'empêchera que s'il sort des gaz toxiques ou des mauvaises fumées ou des choses comme ça, pourquoi vous êtes obligé de faire ces édicules, et au sol et en l'air? Donc il faut qu'on sache qu'est-ce qui va sortir. Ensuite, sur la végétalisation de la dalle. Moi, je suis venu aux réunions pour 3 choses. M'assurer qu'on avait bien la continuité de la dalle, c'est-à-dire que depuis Finlay jusqu'à Mirabeau, nous puissions prendre la dalle. Ça, c'est dans le pari architectural de l'époque de la dalle, et donc, vous dites que c'est privé, mais ça a le caractère public, puisqu'il y a la continuité de la dalle. La deuxième question, c'était que vous créiez bien des jardins partagés. Il y avait eu un engagement de monsieur le maire du 15e qui aurait un jardin partagé. Personne n'en a trop parlé, mais je sais que vous l'avez prévu. On l'aurait voulu un petit peu plus grand, il est plus petit. Ça fera moins de jardiniers. Je ne sais pas comment ils s'arrangeront, mais on fera du tirage au sort peut-être. Et la troisième question, vous dites on est pour un moment sur cette dalle, donc elle sera entretenue, elle sera sécurisée. Nous, on veut qu'on soit clair. Il y avait des charges de dalles qui avaient été payées pendant de nombreuses années par la tour Beaugrenelle et la tour Keller, qui sont des tours à logement locatif. Pendant des années, les locataires de la tour Beaugrenelle, parce que c'était Gessina qui était propriétaire, et la tour Keller, parce que le président de Coopération et Famille siégeait, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la Seine-Paris-Seine, résultat, les locataires qui n'avaient pourtant pas dans leur bail avaient la récupération des charges locatives de la quote-part de la dalle, ce qui était inadmissible. On l'a fait cesser, on veut s'assurer aujourd'hui que le coût, l'entretien de la dalle, des jardins et la sécurité de tout ce qui peut s'y passer ne sera absolument pas à la charge des 2 grosses propriétés de bailleurs sociaux. Merci madame. Je propose une dernière question avant qu'on réponde à cette salve de questions. J'en ai noté beaucoup. Et puis, alors, est-ce que quelqu'un... Encore une question? Non? Alors, peut-être monsieur Cohen et madame Agnorté, si vous avez... on prend les questions. Madame Baudot, donc je vais vous répondre sur la cheminée, effectivement, que vous avez vue, que vous voyez depuis votre appartement. Je vous l'avais expliqué lors de la dernière réunion de concertation, avoué un peu aux participants, c'est que la construction de cette cheminée a été anticipée effectivement avant l'obtention du permis de construire du pavillon, puisque la logistique urbaine devait ouvrir le 10 janvier, et ces gaines servent au désenfumage des locaux en dessous. Donc après, il aurait été impossible de remonter les cheminées dans le cadre des travaux du pavillon. C'est uniquement pour cette raison que cette construction a été anticipée. Bien sûr, si le permis n'avait pas été accepté, nous aurions dû démolir ces gaines, puisque là, elles n'auraient pas lieu d'être. Voilà l'explication de ces émergences avant l'obtention du PC. Et je répète, oui, que les édicules servent soit pour le désenfumage, la cheminée sert pour le désenfumage, et les autres édicules sont utilisés pour l'amener d'air neuf en cas de fonctionnement du désenfumage. Donc c'est donné en cas d'incendie, oui. C'est-à-dire que la fumée oui. sortira quelque chose des édicules et de la tour. De la cheminée et 4 édicules qui se trouvent sur la dalle, effectivement, en cas de désenfumage. En cas d'incendie, hein, donc on espère jamais. Voilà. Sur la continuité de la dalle, je pense que la réponse est dans la question. En fait, c'est un projet qui, je crois, rétablit d'une certaine manière la continuité de la dalle, puisque personne ou pas grand monde n'empruntait cette dalle dans son état actuel depuis la fermeture de la crèche, depuis la fermeture de la crèche, oui, de la dalle.
Depuis le début des travaux en février 2022. Voilà. Et aujourd'hui, elle est toujours fermée, puisque nous allons engager les travaux du pavillon et ensuite les travaux de végétalisation. Donc pendant toute cette période, elle restera fermée. Non, jusqu'à premier trimestre 2025. Sur le trafic et les difficultés, l'engorgement de la rue de l'Ingénieur Keller, c'est pas évidemment un nouveau sujet. Hein. Madame Cately a répondu pour ce qui concerne la fluidification des entrées et sorties de fourgonnettes et de véhicules en général de Colissimo et La Poste. Donc là, je n'aurais rien à ajouter. Sur tout le reste du trafic, donc ce qui peut concerner les livraisons du centre, je ne peux que vous encourager, je sais que beaucoup d'entre vous le font déjà, à écrire, à nous alerter systématiquement, nous élus, donc Monsieur Pinet, que vous connaissez, je pense, et qui est très souvent sollicité sur cette rue de l'Ingénieur Keller, pour que dès qu'il y a un problème, nous trouvions des solutions et nous saisissions aussi la direction du centre Bourgonel pour améliorer les choses aussi souvent que nécessaire. Je le dis d'ailleurs sous le contrôle de mon collègue Pierre Menuet, qui est l'adjoint au maire du 15e chargé du commerce. Voilà, et je vous assure que M. Pinet, comme la police municipale, passe très régulièrement, même si il subsiste des problèmes. Évidemment, on continuera à les faire venir. Oui, Madame Baudot. Monsieur. Ou Madame. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Madame. J'ai deux questions. Je vais essayer d'être brève. La première concerne effectivement tout l'aménagement végétal, mais surtout j'ai bien retenu que ça restait un lieu public. Donc, puisque c'est un lieu, moi, à mon sens, plutôt privé, ne serait-il pas bon de fermer de chaque côté ce jardin la nuit? Parce que vraiment, moi j'habite à la Tour Keller, le premier étage. Je vous fais grâce de tout ce que j'ai vécu avec toute la voyoucratie qu'on a pu venir, jusqu'à appeler les policiers à des 11h du soir, voir des gars partir avec des menottes, trafic de drogue, j'en passe et des meilleurs, ça recommencera. Bon, ça c'est le premier point. Maintenant, les décisions ne m'incombent pas. J'espère que je serai partie d'ici là. Deuxième question. Projet agréable à voir, j'en conviens. Beau travail. Mais avez-vous eu des contacts avec 1001 Vie Habitat? Pour la bonne et simple raison qu'il est question d'une réfection de l'extérieur de la tour. Depuis plusieurs années, on ne sait pas quand le tout commencera. J'imagine un jardin terminé, les travaux agréables à regarder, et d'un seul coup, des échafaudages, des gravats et tout ce qu'on peut imaginer. Donc, est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir enfin un terrain d'entente avec 1001 Vie Habitat pour qu'il y ait une synchronisation dans tous ces travaux? Il va bien falloir qu'il refasse ces travaux. Un jour. Ou alors on va démolir la tour, c'est plus possible maintenant. Alors, ça me met un petit peu en colère, voyez-vous, oui. Parce que ça ne sert à plus rien de faire des travaux comme ça, si c'est pour qu'après... Bien sûr. Voilà. On va vous répondre, madame. Est-ce qu'il y a encore une question? Madame. Oui, pardon, moi c'est juste une remarque sur la rue de l'Ingénieur Keller. C'est qu'il y a par exemple le trafic est ultra dense et il y a une plaque, un empiètement sur la chaussée qui devait être démoli au 30 novembre de l'année dernière et qui est toujours, du coup la rue est toujours en sens unique et pas de l'autre côté. Je suis pas repassée depuis un mois, mais j'ai pas revu de nouveaux panneaux concernant cet empiètement sur la chaussée. Donc je ne sais pas si ça aiderait aussi un peu au trafic ou pas, mais voilà. C'est important pour nous. Oui. Alors ça, on pourra vous l'expliquer parce que c'est lié au second projet de l'ordre du jour. Donc voilà, si vous restez un petit peu, ça concerne plutôt la tour Cristal. Peut-être pour répondre à madame. Alors les travaux de rénovation de 1001 Vie, effectivement, moi aussi j'en entends parler, mais 1001 Vie ne nous a jamais saisis pour venir nous présenter ces projets, ni nous indiquer un calendrier de réalisation. Donc effectivement, je ne suis pas en mesure, alors peut-être la Postimo, dans ses contacts avec 1001 Vie, en sait plus. En tout cas, cette éventualité ou ce risque, je ne sais pas, a été bien pris en compte et anticipé. Mais aujourd'hui, j'ai pas plus d'informations que vous sur la réalisation de cette rénovation. 1001 Vie nous a bien informé un jour. Ils souhaitaient faire le ravalement. Après, il n'y avait pas de date précise. Le projet, on a fait une réunion de concertation avec eux, ça fait, je sais pas, un an presque, et depuis, aucune nouvelle. Donc, je ne sais pas du tout où en est le projet. Ce qu'ils souhaitent faire, est-ce que c'est un simple ravalement, une isolation thermique par l'extérieur, ou qu'est-ce?
Je ne sais pas du tout. Je n'en sais pas plus à ce jour. Non, ils vont être obligés. Mais ça a bien été évoqué. Est trop grave, surtout on est en contact avec eux, oui, effectivement, mais bon, voilà. On n'en sait pas plus pour l'instant. Alors, est-ce qu'il y avait parmi les conseillers de quartier demande de parole, de questions? Non. Donc, si n'y a plus de questions dans la salle, je vous propose, comme il est 20h, de passer au second sujet de l'ordre du jour, c'est-à-dire, je remercie d'abord évidemment tous les intervenants de la Poste IMO et Après la pluie, donc les paysagistes. Merci beaucoup pour cette présentation. Second sujet, réhabilitation de la tour Cristal, donc au bout de la rue et à l'angle du quai. Donc, nous accueillons Monsieur Philippe Joland, donc, qui est président de Tishman Speyer, maître d'ouvrage, Monsieur Benoît Delacour, directeur de la construction, Monsieur Anthony Béchu, architecte, et Monsieur Benoît Cadio, donc, qui est maître d'œuvre pour ce projet. On va commencer. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, je suis président de Tishman Speyer France, que je vais vous présenter très rapidement. On est une société d'origine américaine qui est en France depuis 25 ans. On a fait environ 30 opérations sur Paris, région parisienne, principalement des opérations de bureaux. Nous avons acheté la tour Cristal en 2020 et on a acheté une tour et on a acheté un environnement dans le 15e arrondissement qui est le quartier Beaugrenelle. Et en ayant le projet de rénover la tour Cristal, on s'est aussi attaché à être le plus proche possible du quartier Beaugrenelle. On a fait également beaucoup de réunions de concertation avec les grandes copropriétés aux alentours. D'ailleurs, je reconnais autour de la table et dans la salle des personnes à qui on a pu présenter le projet en son temps, et je les salue. On a acheté la tour Cristal, parce qu'on a trouvé que cet objet était intéressant, cette localisation était intéressante. On aime beaucoup la mixité du quartier. Ce n'est pas un quartier où il n'y a que de l'habitation, où il n'y a que du bureau, où il n'y a que du commerce. Il y a tout ça, plus il y a des écoles, il y a une vraie vie de quartier. Et on a voulu s'intégrer à travers la rénovation de la tour Cristal dans ce quartier, dans ses codes. Et on va essayer de rénover cette tour de façon la plus efficace possible, le plus discrètement possible, pour qu'elle s'intègre sur le très long terme au sein du quartier Beaugrenelle. On a choisi deux architectes, un architecte danois et Anthony Béchu, qui est l'architecte local du 15e arrondissement. Anthony Béchu et sa famille officient dans le 15e depuis, je pense, 70 ans. 3 générations. Et c'était important pour nous de travailler avec un grand architecte, Anthony Béchu, et une équipe qui est très locale. C'est une tour de bureau qui va rester une tour de bureau. C'est important de le signaler. C'est une tour qui date des années 90, qui était en son temps très bien, et qui au fil des années est devenue obsolète, est devenue d'un point de vue environnemental très peu efficace, et qui malheureusement se vide petit à petit. Quand on l'a acheté, il restait encore 4 locataires, et je pense que lundi qui vient, il n'y aura plus de locataires du tout, parce que la tour ne répond plus du tout aux besoins des utilisateurs. Il nous a semblé intéressant d'intervenir dessus, en gardant la structure de cette tour qui est intéressante. Et on a essayé, on va vous le présenter aujourd'hui, de faire de cette tour un objet qui soit mieux intégré au quartier, non plus ce bloc un peu noir, peut-être un peu hostile, même si je sais que certains aiment beaucoup la tour Cristal, telle qu'elle est aujourd'hui. Et on va essayer qu'elle soit beaucoup plus intégrée dans le quartier, beaucoup plus transparente. Et on a une démarche environnementale très, très puissante qu'on va vous décrire. Donc je vais passer la parole à Benoît Delacour, qui va vous présenter le projet sur ses éléments techniques. Et bien sûr, on parlera de la réalisation du chantier, qui est un élément très important pour vous en tant que voisin. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous.
Je vais vous présenter également une personne de l'équipe, Emeline Brevet, qui étant chez Tishman Speyer en charge du projet. Benoît Cadio d'Artelia, qui est le maître d'œuvre d'exécution du projet. Julien Lissarag, qui est architecte avec Anthony Béchu. Et Frédéric Guillon, qui est assistant maître d'ouvrage, donc qui travaille avec nous sur ce projet déjà depuis une longue date. Alors, on va vous refaire une présentation que certains connaissent déjà, puisqu'on a eu la chance de rencontrer plusieurs personnes, ils sont ici présents dans la salle, pour faire d'abord avec vous le constat que cette tour est une tour qui est considérée comme énergivore. Aujourd'hui, sa consommation est de 483 kW par mètre carré par an. Ce n'est pas nous qui l'avons découvert. C'est une étude qui a été menée en 2014, au moment où elle était en totale activité. Comme l'a rappelé Philippe Joland, aujourd'hui, il n'y a plus de locataires. Donc cette étude était faite lorsqu'elle était en totale activité. Notre objectif, c'est de s'inscrire dans le plan climat de la ville de Paris, et c'est de diviser par 6 les consommations. C'est le point le plus important, c'est celui qui a dirigé le projet, réduire les consommations énergétiques, en faire une tour d'une sobriété qui sera la première d'ailleurs à s'inscrire dans le plan climat de la ville de Paris. Et c'est un point essentiel aussi aujourd'hui pour la commercialisation. S'il n'y a plus de locataires, c'est parce qu'aucune société aujourd'hui ne veut louer des bureaux dans une tour qui est consommatrice. Alors je sais que ce problème, c'est un problème général, ce n'est pas un problème lié qu'à cette tour. Je pense que beaucoup d'entre vous, même dans les problèmes, les taux de logement ont ce même sujet, mais c'est ce point qui nous a dirigés pour mener la réflexion de rénovation de cette tour. Le second point, on va le voir ici, c'est l'opacité. Alors on pourrait croire que cette tour n'est pas opaque parce c'est une tour miroir, on pourrait croire qu'elle est transparente. En fait, ce n'est pas le cas. Il y a à peine 30%, on va dire, le ratio, c'est 32% de surface vitrée et 68% de surface opaque. Donc il y a un ratio de 1 tiers vitré, 2 tiers opaque. Et autre point extrêmement important, c'est la caractéristique de cette tour qui est une tour miroir, c'est que la transmission lumineuse des produits verriers n'est que de 21%. Donc il n'y a que 21% de lumière qui rentre à l'intérieur. Donc il n'y a que 30% de surface vitrée et que 21% de transmission lumineuse. Donc on pourrait croire que c'est une tour qui finalement est très agréable à vivre. Quand c'est très ensoleillé, eh bien, effectivement, c'est assez agréable. Quand ça ne l'est pas, c'est assez triste. Et c'est aussi pour ça qu'elle consomme beaucoup d'énergie par éclairage, voilà. Donc, et c'était effectivement un point essentiel aujourd'hui de mise en conformité de la lumière naturelle, qui est notamment un élément de confort, mais qui est également requis aujourd'hui pour pouvoir relouer cette tour. Quelques sujets également de vétusté au niveau de la toiture, de ce qu'il a. Je passe le pied de tour, et là vous avez quelques vues de l'intérieur, et encore là on est sur un temps encore assez clair, mais qui montre qu'on est plutôt sur des petites fenêtres que sur des grandes baies vitrées. Le projet, lui, il a plusieurs thèmes. Le premier, c'est de recréer un podium. Alors, je vais peut-être laisser la parole, c'est plus simple, je laisse la parole à ce moment-là à Anthony Béchu, pour ce qui concerne l'architecture. On a, avec nos confrères BIG et la DU, la Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture de la Ville de Paris, on a énormément travaillé sur ce dossier. Cette tour est la seule qui était posée sur le sol et non pas sur la dalle. Et quand on regarde le skyline, et je dirais la manière dont l'architecture de cet ensemble est faite, il y a des caractéristiques dans les bâtiments qui soient de l'habitation, que ce soit l'hôtel Nico, que ce soit d'une grille de façade et d'horizontale qui viennent s'appuyer sur la dalle. Et après avoir fait, parce qu'on a fait une dizaine de projets différents, on est arrivé à la constatation que l'important était de remettre le podium, je dirais, dans l'esprit et l'épanelage du centre commercial pour continuer à avoir ce continuum d'architecture et d'urbanisme sur la façade de la Seine et de venir poser une tour qui allait retrouver
ses arcatures et sa grille exactement dans l'esprit des tours qui existent. Et donc on a une photo, normalement, si tu peux mettre la photo, Benoît, si tu peux mettre la photo qui est avant. Voilà. Qui est avant. Oui. Celle-ci. Non. Alors elle est après. Si elle n'est pas, elle est... Non. Alors... Oui, là voilà. Ça c'est en prenant plusieurs types des bâtiments posés sur la dalle, on a l'ADN de l'architecture des tours. Et la tour Cristal, elle, telle qu'elle était, elle était dissonante. Après, le constat qu'on a fait quand on a analysé comment fonctionnait cette tour, en réalité, c'est un grille-pain. C'est-à-dire que vous avez un apport de chaleur de l'extérieur qui est colossal et qui amène aussi de la chaleur, on ne s'en rend pas encore compte, mais quand on aura le dérèglement climatique qui va accentuer les choses, qui, avec la réflexion des glaces sur le sol, on augmente à peu près, par grand temps de soleil, de 5 degrés la chaleur qui est sur les promenades qui sont les bords de Seine. Donc je pense qu'il faut être sérieux, et ce genre de choses ne doit plus exister. Et donc on s'est dit qu'il fallait lui donner une reconversion écologique et qu'il fallait rayer cette anomalie, hein, par rapport à la protection de la nature et par rapport aussi à la protection des hommes en dessous, et comment on avait le droit de ne plus gaspiller aujourd'hui notre énergie. Donc on a redessiné petit à petit, en se servant des grilles et dans cet esprit-là, des cadres qui viennent recréer cette architecture de cadres, ces lignes horizontales. Dans ces cadres, pour les supporter, on a créé des toutes petites terrasses, mais qui ne sont pas des terrasses en réalité, qui sont des pare-soleil, puisque les gens n'y vont pas, mais qui permettent de poser à certains endroits des morceaux de nature pour permettre à la nature de réinvestir ce bâtiment et de finir la toiture par un jardin dans les nuages qui sera, pour les tours qui sont autour, à la place d'avoir cette mécanique de menthe religieuse de nacelle pour nettoyer les façades, on aura un endroit où les escargots et les oiseaux viendront reprendre vie. J'ai fait une tour à la Défense comme ça, qui s'appelle la Tour des Deux, où on a supprimé, avec l'exostructure, on a fait un énorme jardin au-dessus. Aujourd'hui, vous pouvez venir la voir. Toute la biodiversité est venue se réinstaller à l'intérieur, et c'est un jardin formidable où on a retiré des voûtes. On a retiré les voûtes pour laisser la Voie lactée comme voûte, et les doubleaux sont les arcatures de l'exostructure. Donc ça, il faut un peu de poésie, et cette tour telle qu'on l'a descendue... Comment ? Elle est à la Défense. Voilà. C'est une tour qui est intéressante, parce que là aussi, on se sert de la structure qui existe pour faire justement des économies de matière. La Tour des Deux, c'est une exostructure. On a 30% de moins de matière qu'une tour normale. Et c'est pour ça que les cadres que l'on vient mettre là, vous verrez, ils sont d'une légèreté folle. Ils permettent des convections d'air qui feront que tous les effets de Venturi, vous savez, quand il y a des vents très forts, il y a eu, quand on a regardé l'histoire de cette tour, il y a eu des morceaux de fenêtres qui ont traversé et qui ont été attaqués les immeubles qui étaient en face. Hein. Donc, avec ce qu'on a fait, on résout ces problèmes-là, n'existeront plus jamais. Mais oui, mais c'est ça être responsable. Voilà. Donc, je vais te repasser la main. Enfin, le projet, en fait, il est assez simple. On garde toute la structure de la tour et on inverse le ratio que j'évoquais avant de 30% de surface vitrée à 60% de surface vitrée. Et on augmente cette transmission lumineuse qui était de 21% à 70%. Donc on fait rentrer beaucoup plus de lumière à l'intérieur de la tour. Donc, pour compenser ça, puisqu'effectivement on va l'exposer un peu plus, on va créer des brises-soleil, c'est-à-dire de manière naturelle, de pouvoir effectivement se protéger naturellement par des brises-soleil.
qui vont avoir un effet, comme le rappelait Anthony Béchu, sur les prises au vent, donc qui vont améliorer en fait l'effet Venturi. Je veux ajouter également que la surface de la tour reste exactement la même on perd quelques mètres carrés, donc il n'y a pas d'augmentation de surface, et il n'y a pas d'augmentation donc de personnes. Donc on reste sur l'effectif, qui est l'effectif réglementaire initial de la tour. Donc ça, c'est quand même un point important. Ça n'est pas un projet spéculatif pour créer de la surface, il n'y a pas de surélévation. C'est un projet dans lequel on essaie de garder le maximum de structure, mais pour répondre aux besoins effectivement d'attractivité et surtout de mise aux normes de lumière, on augmente effectivement l'apport lumineux intérieur. Donc ces brises-soleil, on a mis quelques végétations, qui est une demande aussi de la ville de Paris, où on veut essayer de mettre un peu de végétation, qui est limitée, on le voit simplement aux extrémités de ces brises-soleil, pour des problèmes de discussion qu'on a eu avec la commission de sécurité, puisqu'effectivement, c'est un IGH avec des normes qui sont assez strictes en termes de sécurité des personnes. Donc, limitation aussi de ces emprises d'espaces verts en bout de brise-soleil. Mais ça donne quand même un effet de verdure et de végétalisation qu'on peut apercevoir sur ces vues. Et donc les cadres, tu en as parlé, Anthony, et également en fait des études qui ont été menées, je vous fais grâce de toutes les, qui permettent de montrer qu'effectivement on vient combattre avec ces soleils les apports en été, et que par contre on profite en hiver avec une inclinaison du soleil plus favorable, à la fois de la lumière, mais également de la chaleur. On a également, donc là on voit les graphes qui permettent d'améliorer les apports lumineux, et les effets Venturi qui ont été recalculés, et également ce qu'on va appeler du free cooling, c'est-à-dire qu'on va permettre aussi, pour limiter les consommations énergétiques, de refroidir naturellement la tour. C'est-à-dire qu'on applique tout simplement ce qu'on fait dans toutes les maisons. En été, par exemple, quand il y a la chaleur du soleil, on ferme les volets. Donc là, c'est les brise-soleil qui jouent cet effet-là. Et la nuit, on ouvre les fenêtres pour faire rentrer la fraîcheur et pour rafraîchir les dalles. Donc c'est exactement le même principe qui va être appliqué. Donc là, l'architecture, on en a dit un petit mot, ce qui donne cette image qui s'inscrit, et c'était une volonté également de la ville de Paris de s'inscrire dans le paysage urbain de Beaugrenelle, avec ce podium qui sera vitré, lui qui a une écriture un petit peu différente et qui donne une nouvelle attractivité au niveau piéton. Pour ce qui concerne le plan au niveau rez-de-chaussée, je veux dire juste un petit mot, parce que je l'avais évoqué avec plusieurs d'entre vous, d'un local... La scène est au... Oui. Au-dessus, alors oui, hein, c'est effectivement, hein. c'est pas toujours simple. Alors, on est habitué à ces plans, mais tu as raison de le préciser. La Seine est tout au nord, donc le quai André Citroën est au nord. Voilà. Voilà, la Seine est là-haut, l'entrée est là. Voilà. Et la rue de l'Ingénieur Keller sur la gauche. Et donc on a, après discussion avec la ville de Paris, créé un petit local qui est dans le permis, qui est un local commercial, mais qui n'a pas une vocation, enfin nous, n'avons pas une vocation à développer une activité purement commerciale, mais c'est plutôt un local dont on va discuter en concertation avec la ville de Paris, la mairie du 15e, pour y apporter effectivement un service pour le quartier. Donc c'est un peu notre contribution aussi, modeste contribution, mais notre contribution au quartier. Et effectivement un accès indépendant depuis la rue de l'Ingénieur Keller. Un peu plus de végétalisation également au sol, ça c'était une demande notamment de la mairie du 15e, donc de pouvoir commencer à végétaliser un petit peu le démarrage, le début de cette rue de l'Ingénieur Keller. Et voilà, j'aurais dû employer ce mot de réenchanter là. Non, mais c'est vrai. On va effectivement apporter un peu plus de verdure. Le premier étage, ça sera le restaurant
d'entreprise. C'est un restaurant qui n'est pas ouvert au public, qui était pour les employés. Et puis, au deuxième étage, en connexion avec la dalle arrière, ce qu'on va appeler, nous, une activité de coworking, qui, là, dans le permis, est une activité ERP, mais qui est plutôt dédiée à la tour. Donc, et enfin, une toiture terrasse très, très végétalisée. On voit qu'en fait, effectivement, on a essayé de limiter au maximum l'emprise des locaux techniques. C'est au centre, avec quelques panneaux solaires, mais de pouvoir verdir autant que faire se peut toute cette toiture terrasse. Alors, pour être clair sur la programmation de la toiture terrasse, ce n'est pas une toiture qui a vocation à recevoir du public. Donc, il n'est pas prévu de faire un restaurant branché, des choses comme ça. Donc, il sera occupé, il sera exploité pour la tour, les occupants de la tour. Donc, il n'y aura pas de personnes extérieures à la tour qui iront sur le toit. Voilà. Et l'entrée, je précise, l'entrée de la tour sera toujours au même endroit, sur le quai. Excusez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut laisser les intervenants finir leur présentation? On prendra les questions juste après. Merci. Alors, il y aura quelques ruches qui permettront, comme sur les toits de l'Opéra, de pouvoir avoir du miel. Voilà, et ça marche très très bien. Et comme vous l'avez vu sur les photos, il y a un arboretum et des fleurs sur cette terrasse qui alimenteront et qui nourriront les abeilles. Voilà. Et le miel, il faut savoir quand même que le miel qui est fait sur les toits de Paris est le plus pur qui existe. Il n'y a pas de pollution. Parce que les fleurs qui poussent dans les jardins de la ville de Paris, ces miels de Paris sont absolument fantastiques. Voilà. Donc, alors, merci Anthony. Donc le projet, on va accélérer un petit peu la façade. Donc la façade végétalisée, on a pas. Donc on voulait simplement résumer: mise aux normes environnementales, mise aux normes en matière d'hygiène, pas d'extension de plancher, pas d'effectifs inchangés, et on n'a pas le parking. Utilisé, c'est le parking Bérénice, donc il n'y a pas de parking sous la tour, il n'y a que des locaux techniques et quelques locaux d'agrément, mais on transforme ces locaux d'agrément pour créer aussi un parking vélo de 200 places, et on essaie effectivement de végétaliser au maximum les espaces qui nous sont impartis. Donc ça donne cette vue dans son environnement immédiat. Alors, pour ce qui concerne le chantier, je vais passer la parole à Benoît Cadio, qui est notre maître d'œuvre d'exécution. Un petit mot: démarrage de chantier, on l'estime entre mai et juin 2023 pour une fin 2025. On avait déjà commencé, pour certains s'en sont rendus compte, et c'est d'où l'emprise déjà sur la rue de l'Ingénieur Keller, à curer la tour, puisqu'elle était pratiquement vide. Et donc le curage a été pratiquement en totalité réalisé en intérieur. Donc une partie donc des installations de chantier avait été déjà réalisée auparavant. Alors, je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir. Voilà, donc là vous avez une vision de la tour en travaux. Avec l'intégralité des installations de chantier dont on va avoir besoin pour la rénover. Donc vous avez à la fois les emprises de chantier en partie basse qui vont nous permettre de faire les livraisons de chantier, et les outils grimpants qui vont permettre de faire la rénovation des façades et les travaux de gros œuvres. Vous apercevez en tête de tour une grue, parce qu'effectivement on a besoin d'une grue pour installer toutes nos façades et nos travaux. On va passer sur les phasages. Tout à l'heure, on parlait des emprises de chantier côté Keller. Donc là, on visualise bien toutes les emprises de chantier dont on va avoir besoin pour réaliser nos travaux. Alors donc on a une première emprise. Nos emprises démarrent sur le quai par une première qui est en parallèle du quai, qui va couvrir quasiment la totalité de la façade du projet, et une seconde qui se retourne sur la rue Keller jusqu'à la limite du centre commercial. Deux accès, deux entrées,
une côté quai, une seconde côté rue Keller, et une seule sortie qui dégage vers le quai direction Cordon Bleu. Notre principe de fonctionnement va être de prioriser nos livraisons par le quai, côté quai André Citroën, le matin, pour éviter d'engorger la rue Keller, parce qu'on a bien compris qu'elle l'était déjà, et on a le centre commercial, on sait que c'est une contrainte pour vous. Et surtout, les accès ne sont pas faciles non plus pour nous, donc on va privilégier de passer par le quai, ce qui nous arrange. Néanmoins, on va quand même garder un accès sur Keller, parce qu'on aura quand même quelques livraisons sur Keller. Donc ça, c'est notre première phase de travaux avec la pose des emprises de chantier. Vas-y, Fred. Ouais. Ah oui, point important. Nos compagnons, nous n'avons pas de base vie, comme vous avez pu le voir à l'époque de la construction du centre commercial, on n'a pas de bungalow. On va s'installer dans le parking du Bérénice, qui est juste à côté, sous le Cordon Bleu. Au premier étage, voilà. Donc les compagnons rentreront par l'escalier qui est sous le Cordon Bleu, resteront dans notre base vie, et l'accès de chantier se fera directement depuis le parking via le chantier. Je pense que c'était un point important. C'est un point important parce que ça évite d'avoir des cantonnements extérieurs, etc. Des Algeco, effectivement, donc ça évite, je sais pas. Donc c'est une discussion qu'on a menée avec la SEM. Nous sommes aujourd'hui, on a en location 244 ou 47 places de parking. Donc c'était de pouvoir dire, en étant locataire principal de ce parking Bérénice, est-ce qu'on peut l'utiliser intelligemment pour loger les compagnons qui vont travailler sur ce projet. Ça limite grandement les nuisances qu'on connaît avec tous les cantonnements. Donc on est en train de finaliser les accords, on espère pouvoir, on est sur ce schéma et c'est celui qui sera, je pense, le plus agréable le moins contraignant pour le quartier. Les circulations piétonnes autour du chantier restent bien sûr fonctionnelles. Alors les piétons seront déviés en bas de Keller pour reprendre l'avenue opposée au chantier, et de la même manière sur le quai André Citroën. Vas-y. Voilà. Notre première phase de travaux, parce que là on a installé nos bases vies, notre première phase de travaux va être la mise en place de BIMA. Donc on le visualise sur cette petite vue, sur cette élévation de la tour. On installe des plateformes élévatrices le long de la façade sur l'intégralité du périmètre de la tour, et ceci pour nous permettre de commencer le curage des façades existantes. On va déshabiller la tour en partant du haut, et on va descendre tout doucement pour enlever les éléments de façade existants, sans les casser pour pouvoir les recycler. Ensuite, on arrivera à la pose de notre grue, voilà, qu'on va mettre sur le toit, avec une structure spéciale pour la porter sur le noyau de la tour. Et à ce moment-là, on aura dépiauté la tour complètement de ses façades, et on commencera les travaux de déconstruction et de reconstruction des éléments de gros œuvre de cette tour. Donc déconstruction, en fait, ce qu'on parlait, c'est de l'ouverture, c'est l'agrandissement des baies. Donc quand on va agrandir les baies, comme j'ai expliqué, pour augmenter les apports de lumière naturelle, et on a quelques renforts des poteaux, voilà. Mais c'est pas de la déconstruction, enfin c'est de l'agrandissement de baies et du renforcement. Et enfin, j'ai passé les deux phases de construction de gros œuvres parce que c'est à peu près la même chose. Et enfin, on a une phase de finalisation de travaux de façade. On pose nos habillages de façade définitifs, plus les habillages de finition de tôle de façade pour obtenir la forme définitive et l'image complète de la tour, de l'objet final. Alors, on aura la grue enlevée, voilà, on aura encore la grue à mi-construction des façades, et à un moment on déposera notre grue pour réaliser les travaux du rooftop. Et enfin, on repliera nos BIMA, on repliera nos installations de chantier, et on aura fini la rénovation de la tour. Voilà. Enfin, après, il y a les travaux, il restera les travaux de finition. Après, il y a les travaux intérieurs, mais qui seront en parallèle aussi, évidemment. Mais...
Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, évidemment, on a bien noté à la mairie du 15e le local de 80 mètres carrés qui est prévu sur la rue de l'Ingénieur Keller. Donc, je précise que l'intention, ce n'est pas un commerce, mais bien un local qui est une utilité vraiment pour le quartier, dont la vocation précise est à définir. J'avais une première question avant de passer la parole à la salle, peut-être, ou une suggestion, c'est effectivement de diffuser comme la Poste l'avait fait au début de ses travaux. J'ai entendu une dame tout à l'heure qui disait qu'une adresse mail était disponible. Effectivement, elle avait été diffusée par flyer, elle a été beaucoup utilisée. Voilà, donc elle a dû être corrigée. Mais si Tishman Speyer, enfin le maître d'ouvrage, peut faire la même chose avant le début des travaux, de manière à ce que dans la tour Keller et les tours avoisinantes aussi, on sache à qui s'adresser. Alors évidemment, on va mettre en place un système de boîte à lettres physique et de communication, d'affichage autour de notre palissade pour vous informer de ce qui se passe. Ça, c'est ce qu'on va faire. Et on va mettre en place une adresse mail pour que vous puissiez, et vous la communiquer évidemment, pour que vous puissiez, qu'on puisse échanger, nous passiez vos doléances, ou vos questions, ou vos besoins. Voilà. Ça sera fait. Merci. Donc on va prendre des questions. Juste avant, je voulais juste signaler que dans l'assistance, un portable a été perdu et il m'a été apporté. Donc si quelqu'un reconnaît un téléphone blanc, comme celui-là, voilà. Je vous le garde ici précieusement. J'espère que la personne n'est pas encore partie. Madame Beaucheron, vous aviez une question. Oui, alors c'était pas tant une question, mais de faire remarquer que ce projet rentre complètement dans la démarche de la mairie de Paris sur conserver, adapter, transmettre. Et c'est assez important. On l'a aussi avec le garage Renault quai de Grenelle, c'est-à-dire qu'on conserve des bâtiments remarquables qui ont une histoire. C'est vrai que vous êtes allé vite, mais c'est normal, on ne va pas faire toute l'histoire, mais elle a une vraie histoire, cette tour. Avec y compris celles qui sont autour. Alors je remarque y compris que là, il y a eu beaucoup de réflexions et d'études controversées. Ça a fonctionné, ça ne fonctionnait pas, comme toujours, effectivement. Et donc, voilà, c'est un projet qui est extrêmement important, y compris pour l'histoire de notre quartier. C'est-à-dire que ça va se prolonger. Peut-être que on aura l'occasion, Monsieur Semel, de voir au niveau du quartier et du conseil de quartier, d'essayer de réaliser une histoire, mais peut-être que ça existe d'ailleurs, que vous avez travaillé sur un certain nombre de documents qui pourraient nous permettre aussi de le transmettre. Voilà. Et donc moi j'ai eu l'occasion de voir la maquette à l'Arsenal. Et bon, c'est vrai que c'est un joli projet. Après, il n'y a plus qu'à. Merci. Monsieur Béchu, avec le micro, s'il vous plaît. Un autre dossier qu'on est en train de faire à la Défense en ce moment, sur Puteaux, on a créé un petit livre avec des jeux à l'intérieur, basés sur la construction de la tour, pour tous les enfants et les jeunes qui habitent, et les moins jeunes qui habitent en habitation autour de la tour, qui puissent jouer. Et sur les plus jeunes, on a fait un concours de panneaux qui racontent pour eux comment ils pensent la tour, et on les a imprimés. Aujourd'hui, si vous allez dans le quartier Bellini, vous voyez, on a fait les palissades du chantier avec les dessins des enfants, et tout le quartier se retrouve dedans, et ça c'est important. Voilà. Merci, c'est effectivement une suggestion aussi pour les écoles environnantes. J'en parlerai à la principale d'Apollinaire et aux écoles autour. Est-ce que parmi les conseillers de quartier, il y a des questions, des réactions? Non? Alors du coup, dans la salle. Oui, monsieur. Oui, deux questions. La première, est-ce que vous aurez à faire un désamiantage de la tour? Et la deuxième, encore liée à la circulation, est-ce qu'il y a une forme de coordination entre Tishman Speyer, la Poste, la mairie de Paris, pour la période Jeux Olympiques, qui, à mon avis, va rajouter un charme au projet? Oui. Alors, on va prendre deux autres questions, et puis on répondra de manière groupée. Monsieur. Oui, un autre point. Donc, il y a des travaux de rénovation pour la tour Cristal, mais il y a aussi, et ça nous a été annoncé il n'y a pas très longtemps, des travaux qui s'annoncent pour le parking Keller. Donc, est-ce que nous allons avoir des travaux concomitants
avec une circulation au niveau des véhicules pour casser, je dirais, le parking Keller. Et j'ai pu discuter avec l'ingénieur qui est en train de faire les sondages. Il y a aussi de l'amiante dans le parking Keller. Donc, comment ça va être traité tout ça en même temps? Alors, est-ce qu'une troisième et dernière question avant qu'on réponde? Merci, monsieur. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire avec les puits géothermiques qui étaient utilisés par la tour pour le chauffage et le refroidissement? Donc, quel système de climatisation vous avez prévu et qu'est-ce que vous allez faire des puits géothermiques? À l'été dernier, il y a eu des travaux dans la brasserie qui fait le coin, l'angle de la rue Linois et du quai. Est-ce que c'était des travaux qui concernaient justement les puits de géothermie? D'autre part, à ce que dit M. Granger par rapport au parking Keller, des sondages sont en cours, donc ils ne vont pas attendre 20 ans pour faire les travaux. Et puis il y a Covivio, dont on ne sait pas ce qui sera fait dans l'ancien bâtiment des lignes, tout ça rue Keller. Donc on voudrait bien quand même avoir une vue d'ensemble de ce qui va se passer pour les 2-3 ans à venir. Parce que quand on demande une étude de circulation et du devenir du quartier, vient s'ajouter ces questions-là. Donc on voudrait bien qu'une fois pour toutes, la ville de Paris et la mairie du 15e et nous présentent une vue d'ensemble de tout ce qui va se passer pour les 56 ans à venir. Alors, on va vous répondre là-dessus. Alors, la vue d'ensemble, c'est vraiment ce qu'on essaie de donner au fur et à mesure que les projets nous sont présentés. C'est-à-dire Covivio et le parking Apsis au bout de l'impasse Keller, aujourd'hui, moi, je n'ai pas de projet ficelé qui nous a été présenté et qui pourrait l'être ici. Dès que c'est le cas, évidemment, je soumets au conseiller de quartier en réunion préparatoire l'idée qu'une présentation soit faite en conseil de quartier. Donc, sur la concordance des temps, il y en a une effectivement entre la réhabilitation de la tour Cristal et la construction, la transformation de l'ancienne crèche et la végétalisation de la dalle Keller. Par contre, sur ce que vous évoquez, Apsis, le parking Apsis et Covivio, pour moi, ce sont des projets, ce sont des intentions, mais je n'ai pas d'éléments plus précis aujourd'hui. Donc ce sera peut-être effectivement à l'ordre du jour d'un prochain conseil de quartier. D'ailleurs, je vais peut-être proposer au maire qu'on fasse un conseil de quartier, un quartier spécial ingénieur Keller. On ne parle que de l'ingénieur Keller parce qu'il y a toujours des sujets qui peuvent être proposés à l'ordre du jour. Oui. Je pense qu'il y a quand même urgence parce que dans le parking vendu par Apsis, c'est-à-dire vendu par le centre commercial, les travaux commencent. On entend les bruits des machines qui servent à sonder jusque de l'autre côté de la poste. Donc, pour les gens, il y a quand même des travaux qui sont commencés. Les fonds d'investissement ne mettent pas leur argent dans quelque chose dont ils n'ont pas réfléchi ce que ça allait devenir et combien ça allait leur apporter. Bien sûr, madame, moi je ne peux pas présenter, on ne peut pas demander à des porteurs de projets de présenter un projet qui ne nous a même pas été présenté. Il n'y a pas de demande de permis de construire, si vous voulez. Donc c'est pour venir présenter des choses floues. Aujourd'hui, je n'ai pas ces éléments-là. Non, mais entre les choses floues, on ne parle pas de choses floues. Dites-nous au moins, quand c'est vendu, on l'apprend, nous, par la presse ou par des bruits de couloir. Donc, le conseil de quartier, il doit aussi être utilisé pour nous dire qu'il va y avoir ça. C'est bien notre intention, madame, et c'est bien ce que fait le conseil de quartier, je vous rassure. Je crois que depuis les minutes, si, madame, c'est bien ça. Je pense que tous les conseils de quartier qui sont là pourront le dire. Je crois que depuis le début de la mandature, c'est le conseil de quartier qui réunit le plus de monde à chacune de ces réunions. Oui, parce qu'on fait de l'information. Oui, moi aussi, madame. Je fais le tour des tours pour porter des tracts, donc je le fais aussi. Bon, je vois que vous êtes venu pour polémiquer, c'est un peu dommage. Non, on ne vient pas pour polémiquer. Oui, vous n'avez jamais dit en conseil de quartier que la Poste Orange avait vendu à Covivio, et nous avons appris par des bruits de couloir que Apsis, c'est-à-dire le centre commercial, avait vendu le parking. Jamais ça n'a été dit en conseil de quartier. Alors la Poste à Covivio, je ne crois pas, c'était un central Orange. Oui, Orange. Voilà. Non, mais jouez pas sur les mots. Oui, c'était l'ancien patrimoine de la Poste. En tout cas, on a bien noté votre question sur la géothermie. Je ne sais pas si vous avez une réponse technique. Et la clim. Alors, je vais répondre à votre question, puis je vais répondre à monsieur d'abord, qui a posé la question préalable. Donc, il n'y a pas de désamiantage, parce qu'on a la chance, effectivement, d'avoir une tour qui n'a pas d'amiante, ou extrêmement peu, c'est-à-dire il y a quelques petits joints coup-feu, mais il n'y a pas de campagne de désavantage. Et pour répondre à la deuxième question,
Oui, on a des réunions de concertation. On a déjà eu une réunion de concertation avec M. Pinet, donc la voirie de Paris, Postimo, et on va continuer à dialoguer. Des réunions de coordination plutôt, de coordination des chantiers. Voilà, de coordination plutôt, effectivement, entre eux, et voilà, pour que ça se passe le mieux possible. Pour répondre à la question de Mme Baudot, oui, on va continuer à utiliser la géothermie. Les travaux qui ont été effectués cet été devant le restaurant éclectique, c'était justement des travaux d'entretien qui étaient nécessaires pour la remise en service de cette géothermie, qui est commune d'ailleurs avec la tour Mirabeau. Donc ça, évidemment, on va profiter de cette géothermie qui est importante pour le terme énergétique. Et la climatisation devrait se faire par Fraîcheur de Paris. Donc pour éviter aussi, ou pour limiter justement ce que vous avez vu en terrasse, l'ensemble de ces équipements en terrasse qui ont des nuisances visuelles mais aussi sonores, donc on limite au maximum, et donc en se connectant avec ce qu'on appelle maintenant Fraîcheur de Paris, anciennement Climespace. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, madame. Oui, madame. Je voulais savoir qu'est-ce que vous êtes en train de livrer là dans la tour Cristal, là justement, là ça fait 2 ou 3 jours où il y a des camions non-stop. Alors on va prendre une deuxième question peut-être. Ah bah oui. Oui, je peux répondre tout de suite. Je pense que c'est le déménagement des derniers locataires qui sont en train de partir. Qui sont ces locataires? C'était les locataires qui restaient, c'était Selsbering et les notaires du 25 qui d'ailleurs déménagent dans la tour Mirabeau. Donc il restait les 2 derniers locataires, c'est Selsbering et les notaires. Ils sont partis. Il y a encore quelques camions de déménagement ce week-end. Très bien. Madame. Oui, donc une question que j'ai pas bien compris, comment allait être traité le toit. Aujourd'hui, la dernière partie de la tour, en fait, c'est des systèmes de ventilation en fait, de la tour. On s'est bien rendu compte pendant le Covid, comme il n'y avait plus aucun bruit de circulation ni rien, qu'en fait, ces systèmes de ventilation génèrent du bruit. Donc pour les habitants qui habitent dans les derniers étages, en tout cas des tours qui sont en face, la tour Keller, je pense la tour Perspective, ça doit être pareil. Comment ça va être traité, ces ventilations, le rooftop, comment c'est traité tout ça, j'ai pas compris. Alors, ça, aujourd'hui, c'est l'état actuel. Donc, vous avez un certain nombre d'équipements techniques, il y a de la ventilation, il y a ce qu'on appelle des tours réfrigérantes, donc effectivement. Donc, il y a des équipements qui sont effectivement bruyants. Nous, notre but, c'est d'une part de venir les réduire, et c'est le fait de pouvoir se connecter à anciennement Climespace, donc pour le rafraîchissement de la tour. Donc on réduit au maximum les équipements techniques, et ensuite, et on retrouve ça sur la dernière slide, et vous le retrouvez sur la perspective qu'on avait fait du toit, donc là ici, et on vient recréer une barrière phonique autour des équipements. Donc sans dépasser la hauteur actuelle, puisqu'on n'a pas le droit, effectivement, il n'y a pas de surélévation, donc on garde la hauteur. Donc on vient, c'est l'enclos, vous voyez, qui... vous avez quelques... Voilà, l'enclos. Vous avez comment ça s'appelle, la nacelle de nettoyage en partie basse, et sur les édicules, qui sont les édicules ascenseurs et les édicules d'escalier, on a quelques panneaux solaires. Donc, on doit normalement, enfin c'est nos études aussi, réduire considérablement les émergences acoustiques avec le projet. Et en plus de ça, on essaie comme je disais, de végétaliser, donc aussi d'apporter, alors pour ceux qui sont dans les étages très hauts, évidemment, une meilleure vision sur le toit. Donc en fait, ça réduit l'emprise de ces équipements. Et on a réduit l'emprise de ces équipements. C'est ça. Hein. Oui, oui. Merci. Y a-t-il encore des questions? Oui. Alors, oui. Oui, pardon. Bon, Madame Terroir. Je voulais savoir quel était le budget. Alors, si vous pouvez le dire. Non, on n'a pas vocation. Est-ce que vous allez faire après? Oui. Vous allez quoi? Vendre?
louer, Alors, vous nous, restez propriétaire ou... Alors l'objectif c'est de rester propriétaire parce qu'on D'accord. l'achète pour le long terme, on fait beaucoup de travaux qu'on va mettre un peu de temps à amortir. Travaux en ce moment c'est très cher, c'est plus cher que prévu pour tout vous dire. Oui, et pour autant, toujours. Comment? Oui. Toujours. Non, mais il y a un environnement inflationniste qui est pas très facile. Enfin, il suffit de voir les journaux et on va mettre un certain temps à amortir tous ces travaux sans faire de sacrifice sur la qualité de l'immeuble, sur le profil environnemental. Donc c'est notre risque d'investisseur propriétaire que de payer plus cher les travaux. Hein. Donc, et on a vocation à garder l'immeuble sur le long terme. On a gardé des immeubles très longtemps à Paris. Celui le plus ancien, on l'a depuis 17 ans. Et le budget approximatif Je ne sais pas si c'est très intéressant de partager le budget, mais c'est pas l'argent du contribuable en tout cas, ça je peux vous le dire. Hein. Peut-être oui. Exactement, madame. C'est pas votre un projet privé. Mais peut-être pour compléter la question de madame, est-ce que vous savez d'ores et déjà s'il y aura un preneur ou une multitude de locataires comme c'était le cas aujourd'hui? Alors, ça c'est une autre bonne question. En fait, aujourd'hui on ne sait pas, on n'a pas encore trouvé de locataire. On va commencer à le chercher à partir de cet été. En général, si je vous dis on va avoir un seul locataire, il y aura plusieurs locataires. Et si je vous dis on fera beaucoup de locataires, il y aura un seul locataire. Donc en fait, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que c'est un immeuble qui devrait plaire, hein, parce qu'il va être beau. Le quartier, vous le connaissez, il est agréable, même s'il a ses petits travers par ailleurs. Mais il y a Beaugrenelle, il y a la Seine. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir attirer des sociétés qui vont rester dans Paris, qui mettront probablement leur siège social, et qui seront dans des secteurs d'activité qui seront le luxe, l'industrie, les services. Voilà, on aura un profil qui ressemblera sans doute aux locataires précédents. Merci, c'était l'objet de ma question. Merci, madame. Donc, effectivement, il y a une question qu'on n'a pas pu prendre tout à l'heure. Bon, moi, j'ai une première remarque générale, personnelle. Dans la Beaugrenelle, on avait 2 tours remarquables sur le plan architectural, la tour Totem et la tour Cristal. On va remplacer ça par un projet que je trouve un peu banal, malheureusement. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, quelle est la garantie que cette tour ne sera pas transformée bientôt en tour d'habitation et en logement social, puisque c'est à la mode à la mairie de Paris? Non, parce qu'au début, à l'origine, la tour Cristal devait être une tour d'habitation, qui a été après utilisée comme tour de bureau. Ensuite, une deuxième petite question, c'est quelles mesures comptez-vous prendre pour diminuer les nuisances sonores au moment des travaux de destruction des façades? Aujourd'hui, à Beaugrenelle, on a eu plusieurs travaux. Il y a eu une école qui s'est créée sur la dalle. Ils ont été plutôt fair-play au point de vue information. Il y a des travaux sur la tour qui abrite la SEM15. Mais par contre, il y a une école qui se crée rue Emerio et au coin de la rue du Théâtre. Les marteaux-piqueurs n'ont jamais cessé depuis plusieurs mois et on n'en voit pas le bout. Et ils commencent à 8h moins le quart, voire 7h30. Donc je pense qu'il sera important qu'il y ait un certain nombre de mesures ou d'essayer de trouver des outils performants et pas le marteau-piqueur comme on l'entend tout le temps. Pour revenir sur ce point, et il y avait une question tout à l'heure sur les Jeux Olympiques, et est-ce que vous pouvez préciser, le chantier va se poursuivre, a priori, d'autant que le gros œuvre sera... Alors, pendant les Jeux Olympiques, il n'y aura pas un arrêt total, mais de toute façon, déjà, c'est une période d'été où, traditionnellement, il y a beaucoup moins d'activités dans le bâtiment comme ailleurs. Et ce qui nous a été... pour l'instant indiqué, même si on est encore en demande d'information, c'est qu'on aura de toute façon des limitations en termes de livraison sur le chantier. Donc de toute façon, ça va être une période qui va être beaucoup plus calme. Et voilà. Mais je ne connais pas exactement peut-être pour répondre, monsieur, les contraintes qui vont nous être données. Si le remplacement des façades en lui-même était une opération particulièrement bruyante. Non, alors, pour répondre effectivement à votre question, comme l'a indiqué Mocadio, on démonte par éléments. Ce sont des éléments. On ne vient pas casser les façades, c'est des éléments. Et en plus, après, ils doivent normalement être recyclés. Voilà. Donc, c'est des panneaux qui vont être démontés les uns avec les autres, les uns derrière les autres. Vous allez agrandir. Pardon ? Vous allez agrandir. Non, alors ça c'est pour le démontage, c'est pour répondre sur le démontage de façade. Ensuite, effectivement, j'ai indiqué qu'on agrandissait les baies pour apporter plus de lumière naturelle. Ça va se faire par sillage et pas par marteau-piqueur. Alors,
Je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de bruit, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de poussière. Ce serait vous mentir que de dire que faire un chantier, ça va se passer sans aucune nuisance. Je pense que tous les chantiers sont... Enfin voilà, on va essayer évidemment de les limiter au maximum. On va mettre en place dans le chantier des enregistreurs sonores qui vont avoir un suivi acoustique effectivement sur les émergences. Donc, on va prendre un certain nombre de mesures. On va vous en informer aussi régulièrement. On s'y est engagé. On s'y est engagé avec la mairie du 15e. On s'y est engagé auprès des personnes qu'on a rencontrées. On aura effectivement à disposition des moyens d'échange par mail, par boîte aux lettres également. On pourra refaire des réunions s'il le faut. Voilà, donc c'est pas une démolition, c'est pas une on agrandit les baies principalement. Ces agrandissements demandent quelques renforts parce que forcément quand on allège une structure pour qu'elle tienne, il y a une rigidité à avoir dans une tour, donc il y a quelques renforts à prendre, donc il y a quelques coffrages, mais c'est pas un projet de structure, c'est un projet d'amélioration énergétique et donc de remplacement de façade. La façade de Cristal, elle avait ses caractéristiques, effectivement, mais elle avait aussi ses défauts, comme l'a rappelé Anthony, qui sont effectivement le fait de renvoyer les rayons solaires, donc d'être ce qu'on appelle un îlot de chaleur, et puis ce que j'évoquais, le fait de ne pas avoir suffisamment d'apport. Bon, on s'est inscrit également dans un dialogue avec la ville de Paris, dans un dialogue aussi, avec ce qu'on a, donc architectural aussi. Maintenant, effectivement, on ne peut pas faire l'unanimité, je l'entends bien, évidemment. Et je répète effectivement, c'est un immeuble de bureau. Nous sommes investisseurs. Et si vous pouvez aller sur notre site et regarder le patrimoine qu'on a à Paris, ce ne sont que des immeubles de bureau. Nous n'opérons que des immeubles de bureau. Donc notre vocation n'est pas de le transformer en logement. Je ne sais pas ce qui se passera dans 20 ans, dans 10 ans, peut-être que ça... Enfin, ce qui se passera. Mais nous... Notre métier, c'est de louer, Pardon ? Alors, non, alors en fait, non. Vous avez acheté, vous allez finir en 24 ou 25. Oui. Vous savez toujours pas. Ah, mais on n'a pas encore lancé la commercialisation. Donc on va la lancer. Non, pas forcément, madame. En fait, il y a moins de bureaux à Paris. Donc, il y a beaucoup plus. En fait, il y a beaucoup plus de demandes et d'attractivité. Ce qu'on observe d'ailleurs sur le zone, c'est que les personnes veulent revenir dans Paris. Les jeunes générations veulent revenir dans Paris. Et donc, il y a beaucoup d'attractivité pour venir dans Paris. Donc, on a beaucoup de. Pour l'instant, d'espoir sur ce projet. Il nous reste quelques minutes. Peut-être une dernière série de questions si vous le souhaitez. Alors, en commençant peut-être par ceux qui n'en ont pas posé pour l'instant. Oui, Monsieur. Bonjour. Bonjour messieurs, bonjour Madame, mesdames. J'ai une question qui m'interpelle quand même. Monsieur, quand il a présenté son projet, a dit, ce sont ses termes exacts, a dit l'effectif initial de la tour restera le même. Cet effectif représente combien de personnes, monsieur ? Ça, c'est une réponse facile, tout le monde veut la faire. Alors. Oui, allez-y. 2400, c'est ce qu'on a montré dans la présentation. D'accord. Et vous avez dit, ils auront accès au toit végétalisé. Mais pas tous en même temps. Oui. Oui, et alors il y aura des fêtes anniversaires avec la petite coupette de champagne, il y aura la petite réunion de famille l'après-midi ou le soir en nocturne pour voir le passage sur la Seine, alors que c'est interdit pour l'instant. En tout cas, voilà. Alors, quel va être le règlement ? Parce que pour l'instant, c'est un règlement de bureau, et si l'immeuble est transformé en règlement d'habitation, et que ce règlement d'accès à la terrasse reste le même, pour la partie, on va pas être Madame, d'accord. pour la partie habitation, soyons clairs, l'immeuble, pour les 30 ans à venir, il va être occupé en bureau par les entreprises. On ne fait pas tous ces travaux
pour que nous et nos successeurs, un jour, le transforment en résidentiel. Il n'est pas adapté pour faire du résidentiel. Il y aura une limitation d'accès à la toiture. Il n'y a pas vocation à faire des fêtes, comme je vous l'ai dit. Il n'y aura pas un restaurant branché, il n'y aura pas de soirée, il n'y aura pas des fêtes. C'est un endroit qui doit rester le calme et serein comme il l'est aujourd'hui. Enfin, il sera peut-être moins bruyant qu'aujourd'hui avec les machines. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Alors, super. Oui, monsieur. C'est bon? Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation à cette réunion. Donc, il y en aura encore une avant la fin du mandat de ce conseil de quartier, puisque le renouvellement est prévu à l'automne. Merci beaucoup.